Vous pensez que Napoléon a conquis l'Europe avec des canons? Vous vous trompez. Mon arme la plus puissante était un livre Et quelques mots simples. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Bonaparte. Le nom est en soi un symbole de puissance militaire, de grandes batailles et de victoires écrasantes. Nous connaissons les histoires d'Austerlitz et de Waterloo. Nous connaissons l'immense armée française qui a marché à travers l'Europe, redessinant les cartes avec la pointe d'une épée. Mais, et si je vous disais que la conquête la plus durable de Napoléon n'était pas du tout une bataille, c'était une révolution. Non pas de l'épée, mais de l'esprit. C'était une conquête de la langue. Pour comprendre cela, nous devons d'abord revenir à une époque qui l'a précédée, une époque où la langue française elle-même était un champ de bataille. Pendant des siècles, le français avait été la langue de l'élite, la langue de la diplomatie, la langue des philosophes des Lumières, la langue de la cour à Versailles. C'était la langue du pouvoir, mais seulement pour un petit nombre de privilégiés. Ce n'était pas la langue du peuple. En fait, à la veille de la Révolution française, on estime que moins d'un quart de la population française parlait couramment français. Au nord, on parlait le flamand. Au sud, l'occitan. À l'ouest, le breton. Les révolutionnaires y voyaient un grave danger. Comment créer une nation unifiée, basée sur les principes de liberté et d'égalité, si les gens ne pouvaient même pas se parler? Comment propager les idéaux de la République si les dialectes locaux étaient considérés comme les langues du royalisme et de la superstition? La première étape des révolutionnaires fut radicale. Unifier la nation en lui imposant une seule langue. Des figures comme l'abbé Grégoire ont rédigé des rapports passionnés, plaidant pour l'éradication complète de ces patois locaux. Ils pensaient que pour être vraiment libre, il fallait parler la langue de la liberté. C'était la base idéologique du projet de Napoléon. Les révolutionnaires ont allumé le feu, Napoléon le transformerait en un brasier. La stratégie de Napoléon était brillante et brutale dans sa simplicité. Il ne se contentait pas de répandre l'armée française, il répandait le modèle français. Alors que ces armées marchaient, elles apportaient avec elles un nouveau système juridique, le Code Napoléon. Et dans quelle langue ce code était-il écrit? En français. Ce n'était pas juste un recueil de lois, c'était un cheval de Troie pour une nouvelle culture. Le Code était révolutionnaire. Il a introduit le concept d'égalité devant la loi et protégeait la propriété privée. Des concepts profondément modernes et attrayants. Mais pour faire partie de ce nouveau monde rationnel, il fallait en parler la langue. Le système juridique, les tribunaux, les bureaux administratifs, tout cela se déroulait en français. Pour avancer, pour faire partie du nouveau gouvernement, il fallait apprendre le français. C'était une conquête silencieuse, un changement lent mais irréversible dans la culture. Le deuxième volet de son attaque était tout aussi puissant, l'éducation. Napoléon a compris que pour gagner l'avenir, il fallait former l'esprit des jeunes. Il a fondé des écoles et établi l'université impériale, qui a rendu obligatoire l'enseignement du français dans tout son empire. Ces écoles n'étaient pas seulement destinées à la lecture et à l'écriture, elles servaient à l'endoctrinement culturel. Elles enseignaient l'histoire de France, les valeurs françaises et une identité française singulière. Pour voir cette stratégie en action, nous pouvons nous pencher sur la Rhénanie, une région d'Allemagne sous contrôle français pendant plus de 2 décennies. Le français est devenu la langue officielle du gouvernement et du droit. Bien que la population locale n'ait pas soudainement oublié l'allemand, une nouvelle classe d'élites éduquées et francophones a émergé. Les graines du Code Napoléon et de la langue française ont été plantées si profondément que même après la défaite de Napoléon, les cadres juridiques et les structures administratives sont restés, influençant le droit civil allemand pendant des générations.
la même histoire s'est déroulée en Italie. Les États fantoches de Napoléon, comme la République cisalpine, ont mis en œuvre le Code Napoléon en français. Les langues locales de l'italien et ses nombreux dialectes ont subi la même pression que l'occitan et le breton en France. La vision de Napoléon était une nouvelle Italie unifiée, mais elle serait unifiée sous un modèle juridique et linguistique français. Cette pression a finalement alimenté un nouveau type de nationalisme italien, un désir d'une nation unifiée qui parle sa propre langue et non le français. L'exemple le plus durable se trouve peut-être dans les Pays-Bas, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Belgique. L'occupation française a vu la langue française imposée à l'ensemble de la région. Cela a créé une fracture linguistique qui, même après la chute de Napoléon, a entraîné des décennies de tensions sociales et politiques. La ligne de fracture linguistique dans la Belgique moderne, entre les Wallons francophones et les Flamands néerlandophones, peut être directement attribuée aux conquêtes linguistiques de Napoléon. Bien sûr, ce grand projet n'a pas duré dans sa forme originale. L'Empire est tombé, mais la langue est restée. Les graines de la domination culturelle française ont été plantées si profondément qu'elles n'ont pas pu être déracinées. Même si ces armées battaient en retraite, la langue française était devenue la lingua franca de la diplomatie, un statut qu'elle conserverait pendant plus d'un siècle. Les cadres juridiques qu'il a introduits et la langue dans laquelle ils ont été rédigés sont encore visibles dans certaines parties d'Europe aujourd'hui. Ironiquement, le succès même de Napoléon avec la langue a peut-être conduit à son échec final dans la lutte de pouvoir mondial. En propageant de manière agressive la langue et la culture française, il a créé une puissante réaction. D'autres grandes puissances, en particulier la Grande-Bretagne, ont vu cela comme une menace et ont redoublé d'efforts pour promouvoir leur propre culture et leur propre langue. La domination navale de la Grande-Bretagne, sa révolution industrielle et son vaste empire colonial ne concernaient pas seulement la puissance militaire et économique. Elle concernait également la diffusion d'une langue. Au lendemain des guerres napoléoniennes, le monde a commencé à s'éloigner du modèle français pour se rapprocher du modèle britannique. Le terrain était prêt pour que l'anglais devienne la nouvelle superpuissance mondiale, la nouvelle langue du commerce et de la communication, un rôle que le français avait si récemment et si violemment revendiqué. Ainsi, lorsque nous pensons à l'héritage de Napoléon, nous ne devrions pas seulement penser aux champs de bataille. Nous devrions penser aux salles de classe, nous devrions penser aux livres de droit, nous devrions penser à l'arme silencieuse et puissante qu'un seul homme a utilisée pour changer le cours d'un continent entier, l'arme de la langue. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la géopolitique de la langue française est toujours un sujet de débat intense, un écho direct de la grande conquête et du grand échec de Napoléon. Ses canons sont silencieux, mais sa langue résonne encore. Et cela en soi est une victoire et un héritage compliqué. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.